Lucie, Chine. Merci, ma santé. Bienvenue. Merci. Hop là, la tienne. Et les plus frais qu'hier. Ah oui, les plus frais qu'hier, c'est meilleur. Hein. Angélique ne m'en veut pas, j'ai mis mon pyjama de quand je serai à la maison et que j'ai chaud. Voilà, comme ça là, je suis bien. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Angélique. Angélique a 26 ans, et avec elle nous avons discuté des représentations de la féminité dans l'histoire de l'art, des étés à Paris et d'écriture thérapeutique, d'anorexie et des mensonges qui nous protègent, mais surtout de l'importance de libérer sa parole. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Angélique, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Alors, je dirais que oui. Progressivement, j'ai un peu appris à apprécier l'expérience d'être une femme, que ce soit des choses qu'on attribue généralement à la féminité, comme la coquetterie, la séduction, etc., qui peuvent paraître un peu superficielles, mais qui, moi, en tout cas, lorsque je le choisis et que je l'assume et que c'est pas une injonction, peuvent me plaire. C'est quoi pour toi être féminine ? Pour moi qui fais des études en histoire de l'art, c'est vrai qu'on a l'occasion de voir des tas de formes de féminité très différentes. Déjà en fonction des époques. Dans la peinture, effectivement, la féminité, pendant très longtemps, c'est des femmes avec des courbes très sensuelles. C'est surtout des nus féminins. Dans la sculpture également, la sculpture antique. Ensuite, on a cette image dans le pop art qui est très différente d'une femme, un peu l'image publicitaire, de la femme sur papier glacé, des femmes un peu en bande dessinée de Liechtenstein, avec, très très féminine, mais dans un autre sens, un peu poupée Barbie, etc. Donc ça change aussi à ce moment-là. Puis en fonction des cultures, donc moi j'étudie l'art japonais, donc dans l'art japonais, la féminité c'est encore autre chose. C'est une féminité qui est très un peu contrainte, ne serait-ce que par le kimono, de la coiffure, etc. C'est une féminité plus discrète, plus effacée, qui a rien à voir avec les nus qu'on peut observer dans l'art occidental où les femmes sont pleines de sensualité. C'est une sensualité beaucoup plus cachée au Japon. Et en même temps, ça peut être un terme qui peut être quelque chose comme une injonction à la féminité qui peut-être me dérange un peu. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie qu'un jour mon compagnon ou quelqu'un me dise que pour être féminine, il faut que je sois comme ça, ou que je m'habille comme ça, ou que je me coiffe comme ça. C'est quelque chose qui me dérangerait vraiment. Parfois, j'ai pu avoir des remarques de ce type, ah mais tu devrais te détacher les cheveux, ça te va mieux, ou ah tiens, t'as pris un peu de poids, ces formes, ça te va bien, ou c'est plus féminin, ou voilà, enfin c'est des choses qui me dérangent un peu, donc j'ai pas envie vraiment d'en donner une définition stricte. C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi toi sur les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes ? Alors mes parents m'ont pas vraiment inculqué d'idées préconçues là-dessus. J'étais de toute façon enfant unique. J'ai grandi avec des parents séparés très tôt. À partir de l'âge de 4-5 ans, j'étais en garde alternée, donc je vivais autant avec ma mère que mon père. Mais dans aucun des cas, on m'a poussée à faire telle ou telle activité ou adopter tel ou tel comportement ou m'habiller de telle manière parce que j'étais une fille. Après, j'ai quand même fini par faire de la danse classique et du piano, donc quand même, j'ai quand même dû subir une forme d'influence qui venait pas forcément de mes parents, hein, mais bon, j'avais d'autres sources. Bon, je me souviens quand tout ce qui était en maternelle, primaire, le monde des garçons et des filles, il était quand même très séparé. Il y avait le monde des garçons qui était pour moi assez brutal, violent, et le monde des filles duquel je faisais partie qui était complètement à part. Ça a changé à partir de l'adolescence. Moi, à partir du collège, j'ai commencé à avoir plus d'aise dans les milieux masculins. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai quand même peut-être plus d'amis hommes que femmes. Par rapport à ton éveil sexuel, est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs ? J'ai dû apprendre à me masturber toute seule en me rendant compte un jour en me frottant un coussin que ça me procurait du plaisir et j'ai dû découvrir ça, je pense pas, à l'âge de 7 ans, 8 ans et puis je me souviens quand même que j'avais, je crois, initié ma meilleure amie de l'époque à ce truc-là en lui disant ah mais tu sais, si tu fais comme ça sur un traversin, tu verras et tout. Et dès la 6e, j'ai commencé à avoir un peu des flirts parce que j'ai rencontré ma meilleure amie du collège à ce moment-là qui était assez précoce et qui parlait beaucoup de ça en fait
alors que nous on était tous un peu ignorants, puis qui trouvaient sur internet des bon, pas du porno non plus, mais des livres sur le Kama Sutra, des choses comme ça, et puis qui nous montraient ça, et nous on était tous complètement ébahis devant ce truc-là. Et mais à cette époque, c'était un peu plus de la curiosité que vraiment du désir. J'étais un peu trop jeune, j'avais pas vraiment encore ce désir d'explorer ça, en tout cas avec un copain ou quoi que ce soit. C'était vraiment simplement de la curiosité. Et j'ai eu mon premier vrai copain, je dirais en 4e, 3e, et on est restés ensemble, je sais pas, à peu près une année scolaire, et je sentais que lui, en fait, on a commencé à faire un peu des préliminaires sans aller très loin, mais moi je me sentais pas prête à aller plus loin, je me sentais encore assez jeune, ça me faisait, je pense, assez peur. Et du coup, ta première fois, elle s'est passée comment ? Elle s'est passée par une agression sexuelle. Je devais avoir 21-22 ans. J'étais arrivée à Paris donc à mes 18 ans pour mes études. Entre le collège et cette époque-là, j'ai traversé donc une période d'anorexie, ce qui fait que j'ai pas eu de copains, j'ai de toute façon pas eu de relations sociales ou très peu, assez peu d'amis. J'étais un peu enfermée là-dedans, donc je voyais peu de monde. Et puis je me suis installée à Paris, ça allait mieux progressivement. Je me suis refait des amis. Et donc j'ai commencé à sortir beaucoup avec ces gens-là. Ça tombait en plus pendant l'été, donc on allait beaucoup les uns chez les autres dans des bars, etc. Et je me suis vraiment intégrée à ce groupe. Et dans ce groupe, je me souviens que j'ai rencontré entre autres 2 garçons à propos desquels on m'a mis en garde. On m'a dit attention, ces 2 garçons, c'est des séducteurs, ils enchaînent les conquêtes, etc. Bon. Parmi les 2, il y en avait un qui me plaisait vraiment, duquel je suis progressivement tombée amoureuse. On a un peu flirté, c'est pas allé beaucoup plus loin pendant un moment. On se voyait un peu en soirée, on s'embrassait, puis ça s'arrêtait là. Et puis un soir, en fait, où je rentrais chez moi, je passe devant le bar où on allait tout le temps les uns les autres, qui est en fait juste à côté de chez moi, sur le chemin du retour. Et là, je vois le 2e garçon, celui aussi dont on m'avait mise en garde, qui était devenu un peu un ami, qui était sorti avec une très bonne amie à moi. À ce moment-là, il venait de rompre avec cette amie. C'était un peu une courte histoire qu'ils avaient eu les 2. Mais je l'avais simplement vu un peu de loin. C'était pas quelqu'un de très proche. C'était une personne que j'appréciais, mais que je fréquentais pas plus que ça, quoi. Donc du coup, ce mec, c'est le pote en fait du mec dont t'étais amoureuse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc un soir, je le croise devant le bar où on allait tout le temps en rentrant chez moi. Il était avec un ami à lui, il s'apprêtait à dîner et puis à passer un bout de soirée dans ce bar, à prendre un verre. Donc il me propose de me joindre à eux, et puis je me dis bon bah pourquoi pas. Donc je passe un moment avec eux, on dîne tous les 3, on discute, ça se passe très bien. Ensuite on va dans le bar en question pour voir si on croise personne qu'on connaît. On n'y reste pas très longtemps parce qu'effectivement personne n'est là. Ce pote donc nous propose à tous les 3 d'aller voir un film chez lui pour terminer la soirée. Je dis une première fois non, je vais rentrer chez moi, je suis un petit peu fatiguée. Puis il insiste, 1 fois, 2 fois. Bon, je finis par dire bon, d'accord, pourquoi pas. J'étais à un moment de ma vie où je recommençais un peu à profiter, en fait, à m'autoriser à être un peu moins sage, un peu moins stricte, à me libérer un petit peu par rapport à ma période d'anorexie, où finalement j'étais très coupée socialement. Et donc j'y suis allée. Et au moment où on sort du bar, le 3e dit qu'il doit repasser chez lui pour poser ses affaires ou quelque chose comme ça, et qu'il nous rejoindra après directement chez cet ami. Et je crois qu'à ce moment-là, je lui dis bon bah écoute, moi je pense que je vais quand même rentrer chez moi. Il vaut mieux qu'on fasse comme ça. On est en semaine, il est tard. Et donc il me dit à ce moment-là, je veux bien passer chez toi, voir comment c'est. C'est vrai que t'habites juste à côté. Et puis j'ai pas de DVD chez moi. Est-ce que toi t'as des DVD ? On peut regarder les DVD que t'as chez toi. Et puis à ce moment-là, on en choisit un. Et puis on va chez moi. Et puis mon pote nous rejoindra plus tard chez moi. Donc je dis ok, bon, on fait un passage express, mais vraiment je pense pas que je vais venir regarder le film chez toi. Bon, il passe chez moi, il s'assoit sur le canapé, il regarde un petit peu, il dit bah c'est chouette. Puis il me dit t'as quoi comme DVD, donc je lui montre les DVD, etc. Et puis il me fait mais ça c'est super comme DVD, Les Ailes du désir, on va regarder ça. Puis il m'entraîne dans le truc, il me dit mon pote nous attend, etc. On va chez moi. C'est juste à côté, à 10 minutes à pied. Je dis bon bah ok, et on arrive chez lui. Son ami n'est pas là, je lui demande où il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il a des nouvelles. Il me dit ah ben je l'ai appelé, il répond pas, j'ai pas de nouvelles, il est sur messagerie. Bon, on lance le film et là bon ça se passe bien pendant un moment.
Il me demande si je veux du vin, j'en bois un peu par politesse, très peu. J'étais vraiment pas ivre à ce moment-là, je me souviens très bien de tout. Mais il y a ce moment en fait où son ordinateur n'a plus de batterie, donc ça coupe. Et à ce moment-là, il s'était déjà un peu rapproché sur le canapé progressivement. Il commence à m'embrasser dans le cou. Et là, je dis non plusieurs fois. Et puis il me demande mais pourquoi je te plais pas je lui dis mais c'est pas ça, c'est par rapport à ma meilleure amie, vous venez de rompre, ça je peux pas faire ça. Il me dit mais tu sais c'était rien, c'était un flirt de quelques semaines, ça n'a pas duré, elle l'a très bien compris, on n'était pas amoureux, elle s'en est très bien remise, y a pas de problème. Et donc il recommence à me faire des bisous dans le cou et puis je lui redis non plusieurs fois jusqu'à ce moment où en fait j'ai tellement dit non que je dis plus rien parce que je sais plus quoi dire en fait. Il continue à m'embrasser, etc., à me déshabiller. Donc je l'ai laissé faire et puis il a commencé à faire des préliminaires qui m'ont fait mal. Et donc je n'ai pas bougé en fait, je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. Et je me disais mais c'est pas possible, il va bien se rendre compte que en ne bougeant pas, en n'émettant aucun signe de plaisir, en restant statique, ne serait-ce que par mes yeux, avec la peur dans mes yeux, il va forcément se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et en fait non, je pense qu'il était vraiment dans son truc en fait. Et il s'est rendu compte de rien. Et même pas de ma virginité finalement, puisqu'une fois que c'était fini, il m'a simplement demandé mais t'as eu des relations avec beaucoup de garçons? Je lui ai dit bah non, c'était la première fois. Il a été un peu touché, je crois, paradoxalement, où il m'a dit quelque chose du style ah mais t'aurais dû me le dire. Moi ça m'est pas beaucoup arrivé de dépuceler des filles, puis c'est quand même toujours assez touchant. Et puis je lui ai dit bah je pensais que tu t'en rendrais compte. Finalement le fait que moi j'étais non consentante plus la virginité, ça faisait quand même deux barrières, deux choses qui auraient dû finalement l'alerter. Il aurait dû tout de suite se rendre compte que quelque chose clochait. Et puis non, c'était pas le cas. Donc une fois que c'était fini, je lui ai fait jurer de le raconter à personne, puisque moi j'avais énormément honte de ça, surtout par rapport à ma meilleure amie. Donc je lui ai demandé de surtout se taire. Il m'a promis de se taire. Je suis sortie, je crois que j'ai oublié même des choses. J'ai oublié le DVD, j'ai oublié ma pochette d'ordinateur, enfin j'ai oublié plein de choses. Je suis rentrée chez moi, il était déjà très tard, peut-être 3h du matin, quelque chose comme ça. J'étais vraiment mal, je crois que je suis rentrée chez moi, j'ai dû pleurer, j'ai dû prendre une douche. Tout de suite après, j'ai dû écrire ce qui s'était passé, tout en étant un peu dans le déni, en me disant bon, c'était horrible, mais c'était la première fois, ça devait se passer comme ça, et puis maintenant j'en suis débarrassée. À quel moment, du coup, tu t'es dit que c'était une agression? Bien plus tard, une première personne, une amie de notre entourage, nous a parlé de son expérience qu'elle avait eue avec ce même garçon, où elle a dit qu'elle avait été agressée sexuellement. Ça n'a pas tant surpris les filles de notre entourage qui finalement avaient toutes eu, pas forcément une expérience d'agression sexuelle, mais une expérience désagréable avec ce garçon, que ça soit de la drague lourde ou simplement des attouchements, ou voilà. Et ça n'a pas surpris grand monde, ça a peut-être plus surpris les hommes finalement, qui pour beaucoup se sont détournés de lui. Heureusement, ça a été assez agréable de voir que les hommes étaient un peu un soutien dans cette histoire, qu'ils avaient la force de dire bah moi je veux plus voir ce type. Mais en tout cas, après cette fille, il y a eu de plus en plus de témoignages de filles qui avaient eu cette même expérience avec lui. Et moi, pour autant, j'ai jamais eu le courage de dire ah bah moi aussi, parce que ça faisait déjà 5 ans et que je me disais si j'avais dû le dire, j'aurais dû le dire tout de suite. Et comment tu vas aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va. Ce viol, c'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps, tous les jours. C'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre. C'est pas quelque chose qui m'empêche d'avoir des amis, des relations sociales, amoureuses, sexuelles, etc. Et encore heureux. Mais c'est vrai que je me demande parfois si c'est pas quelque chose qui est encore là au fond de moi, inconsciemment, quelque chose qui finalement fait que des fois je peux avoir des accès de tristesse ou trouver des matins hyper difficiles ou avoir des douleurs au ventre ou des maux psychosomatiques, etc. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est même le silence, le fait de ne pas en avoir parlé, ou si c'est un tout. C'est difficile de savoir. Parce qu'au moment où ça t'est arrivé,
t'étais un peu dans un élan dans ta vie où tu te disais maintenant il faut que je vive, il faut que je me laisse plein d'opportunités, et t'étais un peu dans un truc de faire vachement confiance aux gens et de te créer beaucoup de liens. C'est un truc que t'as réussi à conserver ou ça t'a du coup freiné dans cette démarche? Finalement, ça m'a pas tant freiné que ça, heureusement. Et donc j'ai continué à voir ce garçon dont j'étais amoureuse, j'ai continué à fréquenter tout ce groupe, à voir ma meilleure amie. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que même s'il m'avait juré de n'en parler à personne, finalement assez tôt, peut-être même le surlendemain ou bon, en tout cas dans la semaine, il en a parlé à quelques personnes qui en ont à leur tour parlé à d'autres personnes. Et je me suis retrouvée, je crois, une semaine après, à être face à une question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai qu'un tel t'a dépucelé et j'étais là, mais d'où ça sort? Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment, c'était lui qui l'avait dit. Et en fait, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de nier. Parce que j'étais tellement gênée, j'avais tellement honte et c'était vraiment pas le moment pour expliquer comment ça s'était passé devant tout le monde. J'ai simplement dit que c'était n'importe quoi, qu'il était mytho, que jamais c'était passé, qu'effectivement on s'était croisés ce soir-là mais que j'avais pas voulu aller chez lui, que non, rien ne s'était passé. Il a même pris la troisième personne, son pote, qui était là à ce moment-là à partir en lui demandant de confirmer que oui, j'avais été chez lui. Enfin bon, c'était vraiment une scène horrible. Et donc j'ai nié à ce moment-là et puis par la suite j'ai continué à nier à chaque fois qu'on m'en parlait, à dire que non, il était complètement mythomane. Et les années suivantes, c'est aussi ce que j'ai continué à faire finalement, à mentir à ce sujet. Donc aujourd'hui encore, ta meilleure amie, elle pense qu'il a menti et que t'es jamais allée chez lui? Oui, aujourd'hui encore, ma meilleure amie pense que ça ne s'est pas passé. Et pourtant, elle est au courant de tout ce qui s'est passé avec les autres filles. Elle a entendu, elle aussi, tous ces témoignages. Elle-même a eu des expériences vraiment pas chouettes avec ce type. Elle me l'a raconté après. Et elle est complètement dans le soutien envers ses filles, en fait. Je sais qu'elle serait complètement prête à me soutenir. Mais il y a quand même ce blocage de me dire, ah mais en fait, j'aurais dû le dire tout de suite. Mais il m'en a pas laissé le temps, puisque finalement, comme il l'a dit à tout le monde avant moi, même si j'avais voulu en parler, j'aurais pas pu avant que lui le fasse. Du coup, aujourd'hui, ce qui te bloque dans le fait de raconter ton histoire, c'est qu'en fait, t'assumes pas le fait d'avoir menti à ce moment-là? Je pense que j'assume pas le fait d'avoir menti d'une part, et d'autre part, j'ai encore un peu de la honte, en fait, de me dire... j'ai été chez lui, je l'ai laissé faire plus ou moins, je l'ai pas laissé faire mais c'est ce que je me suis dit pendant longtemps, je me suis dit j'aurais dû lui dire non plus fermement, j'aurais dû partir. Il y a une forme de honte encore de me dire que en fait je me suis fait dépuceler de cette manière qui est vraiment la pire des manières. T'as pas de honte à avoir, Bichette. Hein. Oui. Et puis au plus aujourd'hui, donc certes il y a eu ce mensonge, mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu racontes ton histoire et le jour où tu le raconteras à ta meilleure amie, le seul truc qu'elle va te dire, c'est qu'elle est désolée, qu'elle aurait adoré que tu lui en parles avant parce qu'elle aurait aimé être là pour toi, mais le mensonge que t'as raconté à ce moment-là, genre, il se comprend tellement, genre, ça venait de t'arriver, t'étais pas prête, le mec, il balance ça à tout le monde devant toi, c'est normal, enfin, tu vois, sur le coup, mécanisme de défense, tu dis, non, c'est pas vrai, il t'a même pas laissé le temps de réfléchir à comment tu pouvais t'approprier le truc, comment tu pouvais le raconter. Enfin, c'est normal que ton réflexe, ce soit de le nier. Et aujourd'hui, je pense que si tu le racontes aux personnes à qui tu considères avoir menti à l'époque, je pense qu'elles seraient juste super désolées de pas avoir pu être là pour toi à ce moment-là, mais t'as vraiment aucune honte à avoir, ni aucune culpabilité. Hein. Merci de le dire. Mais... Tu parles de la libération de la parole dans ton cercle d'amis, mais est-ce que celle qui a lieu dans la société aujourd'hui, et toute la parole qui se libère et des femmes qui parlent de tout ça, c'est un truc qui, toi, a pu t'aider? Oui, la libération de la parole, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Ça m'a aidé moi, et en fait, ça a aidé aussi les gens à être plus réceptifs, je pense. C'est-à-dire que j'aurais difficilement pu en parler naturellement, comme ça, à quelqu'un, à un ami plus ou moins proche, à mes parents, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, j'en ai pas encore parlé à tous ces gens, mais je me dis aujourd'hui, si je devais en parler, ce serait beaucoup moins difficile que il y a 5 ans, au moment où c'est arrivé. Avec mon père, on a eu cette discussion une fois sur la notion de consentement par rapport à toutes les histoires qu'il y avait autour de Polanski, etc. Et on discutait de tout ça et il sentait que c'était un sujet qui était un peu sensible, que j'étais vraiment
très réactive là-dessus. Et il m'a demandé mais je comprends pas pourquoi tu réagis au quart de tour, qu'est-ce qui se passe, me dis pas que ça t'est quand même arrivé. J'ai fondu en larmes et il a compris en fait que oui, ça m'était aussi arrivé. Pour autant, j'ai pas pu vraiment rentrer dans le détail à ce moment-là. Je pense que j'étais trop émue, c'était pas le bon moment. Il m'a simplement dit écoute, il faut que t'en parles, il faut que t'ailles en justice, il faut qu'on aille voir un avocat sans vraiment encore connaître l'histoire. Mais c'est vrai que souvent c'est la première chose qui vient en tête des gens, c'est il faut absolument porter plainte, alors qu'en fait c'est pas si facile de porter plainte. La plupart du temps, on sait que ça va peut-être rien donner en fait. Donc c'est quand même une épreuve pour la personne qui fait la démarche et au final peut-être pour rien. Donc ça s'est arrêté là, j'ai pas vraiment pu encore raconter toute l'histoire à mon père, mais c'est quelque chose que je compte faire et que j'ai envie de faire aussi à ma mère, à ma meilleure amie, à mes proches. Moi, ça pourrait m'aider et puis ça pourrait aussi rajouter finalement un témoignage de plus. Tout ton cercle d'amis à cette époque-là, il t'a cru ? Oui, ils m'ont, je pense, pour la grande majorité cru, puisque ce type avait déjà une réputation de séducteur, pas forcément hyper cool avec les filles, etc. et qui pouvait parfois rajouter des filles à son tableau de chasse juste pour se vanter, etc. Donc je pense que la plupart m'ont cru. Et le garçon dont j'étais tombée amoureuse, lui a été assez élégant puisqu'il m'a simplement demandé une fois « Est-ce que tu vois cette personne ?» en me parlant de son pote. Et je lui ai dit « non, écoute... je le vois de temps en temps, en soirée, comme les autres, mais je le fréquente pas en dehors de ça. » Et il m'a simplement répondu « Ah bon, d'accord, je me posais la question. » Et pourtant, il était au courant, c'était évident. Mais les choses, finalement, ont continué un peu comme si rien ne s'était passé. Et progressivement, je me suis encore rapprochée de ce garçon. Il y a eu un intervalle de 3 mois où je suis partie au Japon. Ça a un peu mis en pause tout ce que j'avais construit à Paris à ce moment-là, toutes mes relations sociales. Donc c'était un super séjour, mais j'avais un peu peur en rentrant de ne pas retrouver finalement ce que j'avais laissé. J'avais peur qu'on m'oublie, j'avais peur que ce garçon ne soit plus là, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis rentrée et tout a recommencé comme avant, rien n'avait changé. Un des premiers soirs où je suis sortie avec ma meilleure amie, j'ai croisé le garçon dont j'étais tombée amoureuse dans le même bar et on est rentrés ensemble et puis on a couché ensemble pour la première fois. C'était assez chouette, c'était émouvant puisque c'était finalement ma vraie première fois consentante. Après, pendant longtemps, j'ai, je pense, gardé un peu ce blocage où finalement ça me faisait mal le fait d'avoir un acte sexuel, soit parce que j'étais pas habituée, soit parce que j'étais encore restée sur ce mauvais souvenir, je sais pas. Pendant un moment, ça restait douloureux et c'était pas forcément quelque chose qui me procurait du plaisir. Il a été bienveillant, ce garçon ? Oui, il a été très bienveillant. Je suis hyper reconnaissante de m'avoir traitée de cette manière à cette époque-là. C'est ce dont j'avais besoin puisque j'avais juste une mauvaise expérience avant ça et j'avais besoin qu'on me fasse l'amour pour de vrai, qu'on s'occupe de moi, qu'on soit doux et bienveillant avec moi. Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps ? Est-ce que tu l'aimes ? Alors, c'est une question difficile, puisqu'en tant qu'ancienne anorexique, la question du corps, c'est toujours très compliqué. J'ai commencé à tomber dans l'anorexie quand j'avais, je pense, environ 16 ans. Je pense que c'est une période où j'ai commencé à avoir un peu mon corps changé. J'avais jusque-là un corps plutôt d'enfant. J'ai commencé à avoir un corps qui devenait un corps de femme avec un peu plus de forme, etc. Et j'étais, je pense, je sais pas, un peu paniquée par ce changement. Donc il y a ça qui a dû jouer, mais pour le reste, c'est un peu difficile à expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, ça a commencé en fait par un simple régime que je n'avais absolument pas besoin de faire parce que j'étais déjà très mince. Mais j'ai commencé à vouloir ajuster mon alimentation, faire plus de sport, etc. Puis en fait, au début, ça va tout doucement. On perd 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Puis en fait, ça devient très vite un engrenage puisque on se rend compte assez vite qu'on peut perdre autant de kilos qu'on veut en fait à partir du moment où on maîtrise son corps. En fait, on devient une espèce de presque de robot en fait. On rentre dans une espèce de schéma où on est tellement poussé par cette envie de perdre toujours plus de poids, d'être toujours plus dans le contrôle, que c'est presque grisant en fait, parce qu'on est
On se coupe de tout, on est complètement... on se coupe de tout par définition parce que nos amis s'éloignent de nous, parce qu'ils nous voient changer. Mais finalement, moi, j'avais plus de préoccupations à part travailler. Bon, je travaillais comme une dingue, j'étais une excellente élève. J'ai jamais eu des résultats aussi bons qu'à cette époque-là, parce que vraiment, on rentre dans une espèce d'automatisme, on doit être efficace. Donc, je travaillais, je perdais du poids à côté, j'étais contente, et voilà, c'était tout, quoi. La recherche de la perte de poids au départ, donc tu sais que tu voyais ton corps changer et que ça t'angoissait. Est-ce que quand tu perdais du poids, tu le trouvais de plus en plus beau ? Non, même pas, c'est ça le pire avec l'anorexie, c'est que en fait on se rend pas compte du fait qu'on perd beaucoup trop de poids, qu'on est beaucoup trop maigre. Enfin, vraiment, je suis arrivée à un stade où j'avais la peau sur les os, quoi. C'était très grave. Enfin, j'ai même été hospitalisée. Mais en fait, on se rend pas compte. C'est-à-dire que on se voit dans le miroir. Bah oui, enfin, j'étais mince, mais j'étais jamais assez mince, quoi. J'avais toujours des défauts qui me sautaient aux yeux. Enfin, j'étais jamais assez mince, quoi, en fait. Donc non, je me rendais pas compte. Et du coup, comment tu t'en es sortie ? Je pense que c'est vraiment en retrouvant une vie sociale que je m'en suis sortie. Aussi progressivement en reprenant un peu de poids, en voyant le regard des hommes sur moi, en voyant qu'à nouveau je pouvais séduire, plaire. C'est des choses que j'avais complètement oubliées pendant tout ce temps-là. Et c'est des choses qui me plaisaient. Donc ça a été vraiment très progressif. Aujourd'hui, est-ce que tu as une relation plus apaisée avec la nourriture ? Ou est-ce que ça reste un moment de tension ? Oui, j'ai une relation plus apaisée avec la nourriture. En revanche, ce qui s'est ajouté à l'anorexie, finalement, juste après mon viol, quand je suis partie au Japon, j'ai eu toute une période où j'avais vraiment super mal au ventre tout le temps et je comprenais pas d'où ça venait. Et en rentrant, on m'a détecté un syndrome de l'intestin irritable. Bon, c'est pas quelque chose de grave, en fait, c'est simplement un peu quelque chose qu'on se traîne toute la vie, qu'il y a des problèmes digestifs, qu'il y a un intestin finalement hypersensible, mais qui est assez handicapant. Et en fait, parmi les causes qu'on attribue au déclenchement du syndrome de l'intestin irritable, il y a aussi les chocs psychologiques. Et je pense que si ça s'est déclenché à ce moment-là, pour moi, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, je venais de vivre ce choc. Ça, plus le séjour au Japon, plus le changement de vie, ça s'est déclenché à ce moment-là. Ce syndrome, c'est quelque chose qui vient par vague ou c'est quelque chose de constant et quotidien ? C'est quelque chose de plutôt constant et quotidien, mais avec des hauts et des bas. C'est-à-dire il y a des périodes où ça va, globalement on se sent plutôt bien, on gère assez bien, et puis des périodes, surtout si on change ses habitudes, si on voyage, si on change d'alimentation, etc. Là, ça peut être très vite le chaos total, quoi. C'est aussi quelque chose qui me fait penser que mon corps, finalement, il est hors de contrôle parfois. Et c'est quelque chose aussi que je dois accepter en tant que ancienne anorexique et dans l'hypercontrôle, c'est que ça aussi, c'est quelque chose que je contrôle pas forcément. Du coup, ton corps, donc même si tu l'aimes pas entièrement, est-ce que tu es quand même à l'aise avec lui ? Ça va. J'ai quand même conscience que par le regard des autres, par le regard des hommes, que de mon compagnon, de gens bienveillants, de mes parents, que finalement je suis... j'ai la capacité de plaire. Quand on me fait des compliments, en fait, c'est des moments où je vais me sentir à l'aise avec mon corps, où je vais me sentir bien. Par contre, dans les moments où je suis vraiment seule, où je vois assez peu de monde, où je suis un peu seule devant mon miroir, ça va être un peu plus compliqué. T'entretiens quel rapport avec tes poils ? Je dirais que j'ai toujours un peu fait la guerre à mes poils parce que je suis brune et que j'ai des poils qui se voient assez, et du coup je leur ai toujours fait un peu la guerre. Après ça fait un moment que je suis passée au laser parce que je trouvais que c'était plus pratique que de devoir toujours m'épiler l'été, etc. Donc j'en suis assez contente dans le sens où c'est un peu un souci en moins, mais en fait c'est ce que j'ai pensé à un moment. Je me suis dit bon, je fais le laser et puis c'est fini et puis tu t'en occupes plus, mais en fait les poils reviennent toujours. Parce que je vois que t'as aucun poil sur les bras. Oui, parce que j'ai fait le laser aussi. Ouais. Je m'en veux un peu presque de pas réussir à plus assumer mes poils, quoi. Je me dis, je trouve que les filles qui le font ont vachement de courage. Des 5 sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi ? Il y a le toucher tout d'abord, parce que je suis quelqu'un d'assez tactile avec les gens que j'aime, mes amis, mon compagnon, etc. J'ai toujours besoin de prendre les gens dans les bras, de les toucher, et puis dans mes rapports amoureux, d'être embrassée, tenue par la main. Mais il y a aussi la vue pour moi, puisque j'étudie l'art et c'est un sens qui est hyper important. Je peux passer des heures à regarder un paysage, un tableau, une personne, et même pendant l'acte, en fait, je vais quand même avoir le réflexe d'ouvrir les yeux en fait pour regarder, parce que je trouve que c'est hyper beau, deux corps qui font l'amour, et juste voir le visage de son partenaire qui prend du plaisir, je trouve que c'est hyper beau aussi. Donc il y a aussi la vue, oui.
Est-ce que tu sais aujourd'hui ce que c'est la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Ayant été toujours dans le contrôle, je dirais que c'est le lâcher prise, forcément, mais c'est toujours hyper compliqué. Quand je fais l'amour, j'ai quand même assez conscience de mon corps. Je suis pas complètement dans le lâcher prise, mais en même temps, c'est quand même un des moments dans ma vie quotidienne où je le suis le plus, je dirais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi besoin d'avoir une sexualité active. Je dirais que c'est parce que j'apprécie ce moment en fait où je suis un peu dans le lâcher prise et j'arrête de penser à tout ce qu'il y a autour, à être dans le contrôle de mon corps, j'essaye de prendre de la distance par rapport à tout ça. Est-ce que c'est facile aujourd'hui avec ton copain de lui dire ce que tu veux et ce que tu veux pas ? Non, j'ai pas mal de mal à faire ça. J'ai l'impression que je suis toujours un peu plus dans l'écoute que dans la demande, c'est-à-dire que je vais quand même plus me préoccuper du plaisir de mon partenaire. Je vais me préoccuper du fait que lui, il puisse jouir en fait et qu'il prenne du plaisir dans l'acte. Et moi, finalement, je pense que je vais avoir tendance à m'oublier et à pas oser demander tout haut ce que je veux. Mais du coup, tu jouis ? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'est vraiment pas systématique et c'est finalement assez rare. Et je pense que c'est aussi lié à cette notion de contrôle et de lâcher prise. Tant que je n'arriverai pas à lâcher complètement prise, j'aurai encore du mal, je pense, avec ça. Qu'est-ce que t'attends de ton compagnon aujourd'hui ? J'attends qu'il soit dans la bienveillance et l'écoute, qu'il se soucie de mon plaisir du coup, vu que j'ai quand même tendance moi à l'oublier, que lui-même prenne l'initiative de me demander ce qui me plaît, d'essayer de nouvelles choses, puisque finalement j'ai eu assez peu d'expérience et moi j'ai l'impression d'être vraiment encore en exploration dans ma sexualité. Du coup j'attends aussi de mon partenaire qui me guide là-dedans. C'est quoi pour toi l'amour ? Il y a l'état d'être amoureuse au début, en fait, que moi je ressens assez peu. Je tombe pas si facilement amoureuse. J'ai eu assez peu de copains, de partenaires dans ma vie. Donc il y a cet état un peu de, pas de coup de foudre, mais presque, oui, d'état amoureux où on se connaît pas encore l'un l'autre, etc. Puis après, il y a l'état d'amour qui est quand même plus durable où finalement, c'est accepter l'autre avec ses défauts. Et puis l'accompagner, être là dans les moments difficiles, etc. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Je vous ai d'abord écrit pour moi, en fait, parce que j'ai toujours beaucoup écrit, que c'est un peu thérapeutique pour moi le fait d'écrire. Et je m'étais dit que finalement, ça me ferait du bien de simplement écrire sans forcément après venir témoigner, mais simplement écrire ce qui m'était arrivé. Puis j'ai pensé à tout ce travail qui se faisait autour de la notion de consentement en ce moment, à tous les témoignages qu'on avait déjà entendus. Je me suis demandé si vraiment ça valait le coup de rajouter moi aussi mon témoignage, mais je me suis dit que un de plus, c'était pas un de trop. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.